avec plaisir. Et puis, sans transition, eh bien, nous, aujourd'hui, on avait envie de s'intéresser à nos enfants. On s'est interrogé sur ce que serait l'école de demain. C'est parti. Avant de parler de tout cela avec nos invités, regardez ces quelques images. Alors, elle lui plaît sa nouvelle école ? Tu veux dire sa nouvelle tablette ? 80% des parents d'élèves souhaiteraient que l'éducation nationale propose de l'enseignement à distance durablement, et pas seulement en période de crise sanitaire. L'enseignement numérique, qui semblait n'être qu'un fantasme digne de la science-fiction, est devenu avec la Covid une réalité massive. Car qui dit école du futur dit forcément école chamboulée par la technologie. Certains imaginent même une école sans école. La classe pourrait en grande partie devenir virtuelle. Autre innovation, des écoles testent déjà la classe inversée. L'élève lit chez lui le sujet du cours et le moment en classe est dédié aux questions des élèves. L'idée est que chacun apprenne à son rythme, vive l'apprentissage adaptatif. Et dans l'école du futur, l'intelligence artificielle pourrait permettre de personnaliser l'enseignement, de l'adapter à l'intelligence et aux facultés d'apprentissage de chacun. Avec les progrès en neurosciences, on peut également imaginer des approches pédagogiques qui exploitent mieux nos capacités cognitives. De nouvelles méthodes plus inclusives, capables même de lutter contre les troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie. École de demain, une mutation en cours. Eh bien oui, une mutation en cours. On en parle aujourd'hui avec mes invités. Soyez les bienvenus tous les deux. Benoît Urgeli, Philippe Mérieux, vous êtes chercheur en éducation à Lyon 2. Je vous ai vu sourire pendant le sujet. Qu'est-ce qui vous faisait sourire ? Ce qui me faisait sourire, c'est que dans cet ensemble de propositions, il y en a certaines qui semblent complètement utopiques, même si l'utopie en éducation est quand même quelque chose d'important. Hein. On essaie toujours, lorsqu'on pense à l'éducation, de penser mieux. Donc on est dans l'univers de l'utopie, mais faut voir les idéologies qu'il y a derrière ça et les travers que ça peut conduire. Donc voilà, j'aimerais bien discuter de chacune de ces propositions. Certaines me semblent intéressantes, d'autres elles comportent des risques dont il faudrait qu'on parle. Est-ce que vous pensez que le confinement en mars dernier a permis au grand public de se rendre compte de la nécessité de repenser un peu l'école ? Oui, évidemment. Alors, dans les images que l'on a vues, quelque chose m'a frappé particulièrement, c'est qu'il n'y a que des images d'enfants seuls, d'élèves seuls. Or, l'école, ce n'est pas simplement des enfants seuls devant un ordinateur, voire devant un tableau, voire devant un enseignant. C'est d'abord des enfants ensemble. Et ce qui m'a frappé quand même pendant le confinement, c'est à la fois la formidable mobilisation des enseignants devant une éducation nationale qui était un peu à la ramasse au début, et c'est aussi l'extraordinaire besoin de collectif qui a considérablement manqué à beaucoup d'enfants. Et on s'aperçoit qu'au fond, remplacer la classe, l'école, le collectif apprenant par une juxtaposition d'élèves chacun derrière leur écran, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait, et que même ça produit des effets qui pourraient être réellement discutables. Un peu contre-productif. Oui, contre-productif en termes d'isolement, en termes de solitude, mais aussi contre-productif parce qu'il y a un certain type de travail qui est un peu induit par l'utilisation du support numérique. Et c'est souvent, malheureusement, un travail très individuel, voire très individualisé, qu'on s'efforce d'adapter à l'individu, mais où les interactions entre les enfants, entre les élèves sont réduites au minimum, où la coopération, où l'entraide, où la recherche sont parfois mises au second plan, où la créativité a un peu de mal à s'exprimer. Et on a tendance parfois à voir cet enseignement comme un ensemble de fiches successives qu'il faudrait remplir les unes à la suite des autres pour être totalement efficace. On va écouter Elisa. Pour l'école de demain, si on veut faire quelque chose qui fonctionne, à mon avis, il faut qu'on arrête de se poser les mauvaises questions et qu'on remette les choses à leur place. Et avant d'ajouter des choses, il faudrait déjà réparer ce qui peut l'être. À mon avis, on aura réussi quand les parents feront confiance à l'école, quand les enfants et les enseignants sauront pourquoi ils y vont et sauront ce qu'ils viennent y chercher. On lutte contre le décrochage scolaire avec des sanctions, contre les enfants, contre les parents, et alors que ce décrochage, il vient d'un problème fondamental de l'école, c'est qu'on ne donne pas de perspective d'avenir et on ne donne pas de raison d'être curieux aux enfants. Alors l'école est-elle dépassée ? Est-ce qu'elle a la capacité de se réinventer ?
trouve que le témoignage d'Elisa est assez intéressant parce que finalement elle dit on a vu dans votre reportage précédent qu'il y avait un certain nombre de propositions, donc de modalités qui étaient proposées. Mais ce qu'elle souligne, c'est qu'il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'on attend de l'école, Oui. c'est-à-dire sur ses finalités. Et les modalités viendront assez naturellement, assez simplement, même s'il faut se méfier, mais c'est sur le sens qu'on veut donner à l'école. J'ai vu passer le mot citoyen dans un de vos reportages. C'est sûr que l'idée, c'est quand même qu'on se pose la question de pourquoi on veut créer cet espace particulier, avec un temps particulier, qui est le temps scolaire, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la forme scolaire, qui existe au moins depuis 300 ans, qui a évolué, bien entendu, qui va certainement continuer à évoluer, mais qu'est-ce qu'on veut faire de cet espace un peu confiné d'ailleurs, coupé un peu de l'extérieur? Certains sont pour l'ouverture, alors l'ouverture extrême pour certaines propositions. Je pense au scénario de l'OCDE qui prévoit même la suppression de l'espace scolaire en tant qu'institution sociale, avec du statut d'enseignant. Il n'y avait pas une étude de l'UNESCO qui prévoyait une école sans école, justement? Alors c'est l'OCDE qui prévoit ça. C'est l'OCDE. Elle l'avait prévu en 2001 ça. et ils ont reproduit un rapport en 2020 pendant la période de confinement disant que c'était aussi un des scénarios tout à fait possible, et s'appuyant d'ailleurs sur le numérique pour argumenter. Heureusement ou pas, enfin en tout cas à titre personnel je pense fort heureusement, l'UNESCO prône pour que l'institution scolaire demeure, mais par contre que la classe dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire un espace avec un enfant, un seul enseignant, un groupe d'âge, soit peut-être repensé pour faire la classe différemment. C'est dans ces termes qu'il s'exprime. Nous proposons de penser à d'autres manières de faire la classe. Mais ils sont attachés à ce que cet espace institutionnel, public, gratuit et laïque. Oui, c'est ça peut perdurer, ça, malgré tout en se réinventant. Non, ça doit perdurer. L'école doit perdurer. L'école est un lieu où l'on apprend, mais où l'on apprend ensemble et où l'on apprend à apprendre ensemble, à apprendre des autres. Si on veut faire société, si on veut que les gens ne s'enferment pas dans leur tube, dans leur bulle, dans leur idéologie, voire dans leur théorie du complot, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils s'apprennent à se respecter réciproquement. C'est pour ça que l'école est le lieu du brassage social, devrait être le lieu du brassage social, elle ne l'est pas suffisamment. C'est pour ça que l'école doit être organisée pour que des activités mettent les enfants en recherche, mettent les élèves en recherche. Et j'entends dans le témoignage de cette jeune fille qui est intervenue tout à l'heure ce désir de sens. Ce désir d'entretenir le plaisir d'apprendre et le goût de comprendre. Et l'école devrait être, bien sûr, un lieu de découverte du plaisir d'apprendre et du goût de comprendre dans la coopération. Et moi, je tiens beaucoup à cette idée de coopération. Une juxtaposition d'individus pourrait apprendre très très bien individuellement dans un espèce d'espace virtuel avec tous des ordinateurs reliés à un gigantesque serveur sur les îles Caïmans pour être défiscalisés. On pourrait imaginer une formule comme ça. Chacun là. Et puis, on a même avec le learning analytique aujourd'hui un système qui permettrait, dit-on, d'analyser les intelligences des gens pour proposer à chacun exactement ce dont il a besoin. Mais c'est de l'enfermement, c'est pas de l'école, c'est pas un lieu d'accueil de l'altérité, de découverte collective de la culture et de la responsabilité à prendre pour faire société, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Justement, à propos de ce numérique, là, on écoute Camille. Aujourd'hui, je me posais une question sur l'école de demain. Avec le contexte actuel, je me demande si l'école de demain sera plus tournée vers l'apprentissage à distance et donc du coup à l'utilisation du numérique, ou si nous retrouvons notre école qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, merci. Alors, qui peut répondre à Camille ? Je trouve que cette question du numérique, elle est importante, il faut qu'on s'en saisisse. Mais je ferais bien un petit retour en arrière dans les années 1940, à l'époque de Célestin Freinet, puisqu'il s'est posé cette question-là aussi. Et c'est un de nos grands pédagogues un peu oublié, pas assez enseigné à mon sens, qui prônait les pédagogies coopératives qu'évoque Philippe, et qui s'était dit que la classe, et en tout cas l'école à l'échelle de l'établissement, doit être un endroit où on apprend à maîtriser les techniques d'expression et de communication pour pouvoir donner de la force à l'enfant, pour qu'il puisse s'exprimer, être compris et qu'il apprenne ensemble. Donc je me dis, on pourrait donner sa place au numérique dans l'école en donnant cette mission-là, c'est-à-dire que l'école
se saisissent du numérique, mais pour apprendre à s'en servir et pour utiliser le meilleur de cette technologie qui a bien sûr des travers dont on est tous conscients en tant que parents, bien entendu. Hein. On voit le pouvoir de captation qu'il y a derrière, hein, qui fait d'ailleurs parfois jalouser les enseignants ou les parents, qui les rend nerveux aussi par moments. Donc ça devrait être un lieu où le numérique a sa place, mais on apprend à s'en servir pour un projet commun qui est celui d'agir, de discuter, d'échanger et de construire ensemble. Est-ce que l'école de demain doit donner lieu à de nouveaux enseignants ? Oui, sans aucun doute, l'école se renouvelle et le métier d'enseignant se renouvelle aussi. Alors, moi je crois que le numérique aura sa place dans l'école, mais pas n'importe quel numérique. Pas un numérique individuel et commercial. Hein. Le numérique individuel et commercial, le numérique des GAFAM, c'est celui avec lequel vous commandez un roman policier, puis vous recevez un mail le lendemain. Vous avez aimé ce roman policier, vous aimerez quoi ? Un autre roman policier. Hein ? Alors que l'école, c'est l'inverse. L'école, c'est vous avez aimé un roman policier, on va vous faire découvrir la philosophie, l'histoire, la poésie. On va vous faire découvrir des tas de choses qui ne rentrent pas dans les algorithmes qui permettent de cibler les consommateurs. Alors l'école, c'est le lieu de cet esprit critique-là, c'est le lieu de cette rencontre-là. Et on a besoin d'enseignants qui soient capables de maîtriser les outils, comme le disait Benoît. Il faut maîtriser l'outil numérique. Mais il faut aussi créer des situations qui donnent du sens à ce qu'on fait. Alors on va freiner, dont parlait Benoît, proposer la correspondance scolaire, le journal à l'école, les enquêtes sur le terrain, une multitude de choses comme ça. Il y a des tas d'enseignants qui se saisissent d'initiatives comme ça et qui permettent de donner du sens et de mobiliser des élèves. Parce que c'est facile d'enseigner à des élèves qui veulent apprendre. Hein. Ah oui. D'ailleurs, en général, s'ils veulent apprendre, on a du mal à les décourager. Mais le problème, c'est ceux qui sont bloqués, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ne veulent pas. Et pour cela, on a une vraie responsabilité. C'est d'éveiller en eux le désir d'apprendre et de leur montrer que c'est un plaisir fabuleux, que c'est accéder à des choses qui permettent des satisfactions absolument extraordinaires. On a l'impression que cette école, elle est sans cesse réformée, qu'à chaque fois, chaque homme politique met son petit grain de sel. Est-ce qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, vraiment ? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout repenser ? Pour reprendre ce que disait Benoît d'un mot, l'école est perpétuellement réformée, mais elle se reproduit éternellement sous la forme scolaire traditionnelle. Oui. Puisqu'on a toujours cette idée, une classe, c'est 24 à 30 enfants du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Absolument. Bon. Ça, c'est un modèle que nous connaissons. Oui. On peut imaginer autre chose. Il y a des pays où il y a des classes qu'on appelle verticales. Par exemple, imaginons une classe de collège où il y a 6 élèves de 6e, 6 élèves de 5e, 6 élèves de 4e et 6 élèves de 3e. Et puis, ils travaillent en s'entraidant en permanence. Les plus âgés aident les plus jeunes vont pouvoir apporter certains éléments qu'ils connaissent dans leur famille ou qu'ils ont étudiés par ailleurs. Ça marche mieux, ça, ou moins bien ? On sait en tout cas qu'il n'y a pas de déficit en termes d'apprentissage et on sait que ça engendre quelque chose de très fort qui est plus de socialisation, plus de coopération, plus d'entraide. Et on sait que l'entraide profite beaucoup plus encore à celui qui aide qu'à celui qui est aidé. Ouais. Parce que quand quelqu'un aide quelqu'un d'autre, quand il explique à quelqu'un d'autre, eh bien, il est obligé de prendre en compte l'ignorance de l'autre, les questions de l'autre, etc. Et il va se défoncer, il va aller plus loin, il va dire les choses mieux, il va approfondir ce que lui-même avait appris. On sait tout ça. Le système résiste parce que on déplace ceci, on met 1 heure de cela, on rajoute une option. Tout ça, on bricole. Oui, tout ça, c'est des petits ajouts d'un système dont la matrice, le mode de fonctionnement reste quand même très stable et a peu bougé. Alors, il bouge aujourd'hui, on l'a vu dans le cas de la classe inversée par l'introduction du numérique et le fait que les élèves voient avant un certain nombre de choses et en discutent après. Moi, je trouve que c'est une des hypothèses intéressantes à travailler. Mais peut-être plus encore travailler sur le collectif qu'on ne le fait jusqu'à présent, sur l'entraide, sur la coopération, parce que ça reste quand même un des enjeux majeurs, que nos gamins sortent de l'école en étant capables de fabriquer du bien commun, de faire société. Mais oui, c'est ça. On aurait tellement de choses à se dire sur les rythmes scolaires aussi, parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Les rythmes scolaires, bien sûr. On a l'impression qu'on est toujours un peu à la traîne, nous, qu'ailleurs, il se passe plein de choses plus équilibrantes pour les enfants, justement au niveau de ces rythmes scolaires. Est-ce que c'est vrai ? Comment on se situe ?
Alors, moi, c'est vrai que la question des rythmes scolaires, je prends l'exemple que je connais assez bien, c'est l'Italie. Les enfants vont à l'école de 8h30 à 13h30, et puis ensuite, l'après-midi, c'est le temps du périscolaire, Voilà. de la découverte de ce qu'on pourrait appeler les apprentissages libres, plus ou moins encadrés d'ailleurs, hein, certains parents investissant dans une forme de continuité de l'école l'après-midi, en les faisant travailler. Donc, il existe effectivement plusieurs manières de penser l'école dans l'ensemble des pays européens. Du point de vue des parents, ce qu'a révélé le confinement, c'est que c'est vraiment un levier de changement. La question des rythmes scolaires, ça a été dans l'histoire de l'école un levier de changement. À une époque, on allait quand même à l'école le samedi matin, ce qui avait des avantages aussi, puisque les parents avaient le temps de rencontrer les enseignants. C'était un autre fonctionnement. Donc, elle évolue aussi, la forme scolaire, sous l'idée des temps. Mais il y a encore du potentiel, et j'ai l'impression aussi que tous les acteurs sont prêts à le faire, mais probablement ce problème de changement de politique qui crée une forme d'instabilité, le besoin de changement fait que on ne capitalise pas les expériences intéressantes. Je reviens encore sur Freinet. Freinet, j'ai l'impression que c'est un grand oublié de l'histoire de l'éducation française. Hein. Et pourtant, on aura l'occasion d'en reparler, vraiment, puisque le temps est écoulé. En tout cas, mais merci beaucoup, merci à vous d'avoir été là. On sent la passion qui vous habite et ça fait du bien. Vous avez notre équipe aussi qui est passionnée, oui, par la rédaction et la préparation de cette émission. Ensemble, c'est mieux. Vous avez Cédric, Sarah et Adrien qui sont là par téléphone ou par écrit à votre disposition. Sans oublier notre page Facebook. Vous tapez Ensemble, c'est mieux avec France 3 et vous retrouverez toutes les informations sur votre émission. Maintenant, on va retrouver Fleur qui est toujours en duplex au Teil, Fleur.